Marcheur aveugle. Alors dans cet exercice, on va utiliser le filtre de Kalman pour illustrer un phénomène qu'on observe souvent en robotique sous-marine lorsqu'on fonctionne en dead reckoning, c'est-à-dire en navigation à l'estime. Notre sous-marin part en estimant sa position avec la centrale inertielle et son capteur de vitesse, son Doppler, et il se perd. Et en revenant, il est moins perdu, alors qu'il n'a pris aucune nouvelle information. Et donc, c'est le phénomène du facteur d'échelle qu'on va illustrer dans cet exercice. Alors, dans cet exercice, on décrit un marcheur aveugle. Alors, le marcheur aveugle, on peut voir ça comme le sous-marin, qui en fait ne voit rien d'autre que son ressenti par les accéléromètres et les gyros, et aussi sa vitesse. Donc on peut voir, il n'a aucune mesure extéroceptive, il ne voit pas son environnement. Alors ici on a un marcheur qui se déplace le long d'une ligne droite, horizontale, donc avec un seul degré de liberté, et son déplacement est décrit par une équation discrétisée qui est donnée ici. Alors je vais donc essayer, donc je les ai reprises ici. On a ici les équations du mouvement. On va avoir, alors je vais peut-être représenter ici la droite horizontale. Le marcheur, je vais le représenter comme ça. Le marcheur, il a une position qu'on va appeler x1. Ça, c'est un instant K. Et il va faire toutes les unités de temps, alors mettons toutes les minutes, il va faire un certain nombre de pas. Donc par exemple, si j'ai x1 à l'instant K plus 1 qui se trouve ici, ça veut dire qu'il a fait un déplacement comme ça, qui correspond en fait au nombre de pas qui a été appelé ici U de K, mais fois la longueur du pas. Et la longueur du pas, c'est x2 de K, donc multiplié par x2 de K. Donc voilà, cette quantité-là, on la retrouve ici. C'est le déplacement. Alors en ce qui concerne le facteur d'échelle, on suppose que cette longueur de pas, toutes les minutes, elle change. Et on va dire que c'est la même, l'instant K plus 1, c'est la même qu'à l'instant K, mais plus un bruit qui va avoir un certain écart type. Donc ici, j'ai pas de bruit. Vous pouvez marquer ici plus alpha 1. Mais dans notre cas, on va dire que c'est rigoureux, c'est-à-dire la position à l'instant K plus 1, c'est l'instant K plus le déplacement. On n'a pas besoin de rajouter de bruit ici. Donc on pourrait dire que la matrice de covariance, ou la variance associée à celui-là, c'est 0. Donc sigma alpha 1, on pourrait dire que c'est égal à 0. Celui-là, il ne sera pas nul. Alors qu'est-ce qui est donné dans l'énoncé? Dans l'énoncé, on vous rappelle que x1 c'est la position du marcheur, x2 la longueur du pas, le facteur d'échelle, u le nombre de pas par unité de temps. Donc bien sûr on mesure u, et tout ça, on vous dit que x2 est x1 est nul, mais x2 est à peu près égal à 1, et ceci avec un écart type de 0,02. Donc ça on va essayer de l'illustrer ici. Alors on va essayer de... Je reprends ici. On va dire que x1, x, le vecteur x à l'instant 0, x bar ou x chapeau, si vous voulez, l'estimation à l'instant 0, on a vu que c'était 0, et le facteur d'échelle égale 1. Mais ça, c'est associé à une matrice de covariance. Et cette matrice de covariance, que je vais appeler gamma x à l'instant 0, ça va valoir, alors on a dit aucune incertitude pour l'instant 0, souvent
La position à l'instant 0, c'est mon repère initial, ma position initiale. Donc je place mon repère à cette position. Donc c'est pas étonnant d'avoir souvent ici un 0. Et je vais avoir ici, on avait dit un écart type de 0,02. Donc pour la matrice de covariance, il va falloir le mettre au carré. Et bien évidemment, on n'a aucune information sur l'intercorrélation entre x1 et x2, donc je mets 0 sur la diagonale. Voilà pour cet instant initial. Alors, on vous dit aussi, dans l'énoncé, que le facteur d'échelle évolue de façon lente, avec un bruit de 0,01. Donc je le reprends ici, on va avoir une matrice de covariance gamma alpha, bon, qui va contenir alpha 1 et alpha 2, qui va être donnée par 0, parce qu'on n'a aucune incertitude sur alpha 1. Ici, on nous donne un écart type de 0,01. Je vais le mettre au carré. Et voilà. Et on remarque qu'on n'a pas d'équation d'observation. Le problème semble être non linéaire, parce qu'on a l'entrée qui multiplie l'état. Et pourtant, en termes d'estimation d'état, on peut voir ce problème comme un problème linéaire. Donc je vais le mettre sous forme matricielle et je vais vous montrer pourquoi il est linéaire. Alors, donc je reprends ces équations-là et je vais les réécrire ici sous forme matricielle. Alors sous forme matricielle, on va avoir x à l'instant k plus 1. Alors, x à l'instant k plus 1, c'est bien sûr, c'est tout ça. Ça va être égal à quoi? Ça va être égal, alors pour la première ligne, je vais avoir un 1 qui fait de ça. Je vais avoir un u de k qui multiplie du fait de celui-là. Le tout multiplié par x1, x2, donc x de k. Là, j'ai pas de multiplication par x1, donc j'ai un 0 pour la deuxième ligne. J'ai ici un x de 2k, ce qui va me faire un 1 ici. Et ici, je vais avoir plus alpha k. Alpha k étant un vecteur alpha 1, alpha 2, qui va avoir cette matrice de covariance. La matrice gamma alpha. Alors maintenant, on n'a pas d'équation d'observation. Donc on n'a pas de y de k égale c fois x plus bêta. Donc normalement, on aurait dû avoir, pour appliquer le filtre de Kalman, souvent, on a cette forme-là, ck plus bêta de k, ça c'est classique. Donc comme ça n'existe pas, on peut voir ça comme la dimension. Alors la dimension de y, puisqu'il n'existe pas, sa dimension c'est 0. La dimension de c, ça va être 0 fois n, où n est la dimension de x. Donc celui-là est de dimension n. Celui-là va donc être de dimension, alors 0, 1. Celui-là de dimension 2, 1, donc c'est un vecteur. Bon, voilà en gros pour les dimensions, ça va être important pour le fil de Kalman. Alors, est-ce que j'ai toutes les informations qui me sont données dans l'énoncé? Il semble que oui. Alors, on vous dit qu'au tout début, je fais u de k égale 1, c'est-à-dire je fais des pas sur la droite pour k allant de 0 jusqu'à 9. Puis ensuite, je fais des pas sur la gauche pour un pas allant de 10 à 19. Alors, ici, je devrais normalement, si le facteur d'échelle n'a pas bougé, je devrais revenir au même endroit. Et c'est ça que je vais essayer d'illustrer en utilisant le fil de Kalman. Alors pour ça, je vais faire un nouveau fichier, file, un nouveau script,
le script. Je vais le sauver. Save as. Et je vais l'appeler, par exemple, alors, blind comme aveugle, blind walk, marche aveugle. Alors aveugle parce qu'il n'y a pas de données extéroceptives, je n'utilise pas l'environnement. Alors là, je vais pouvoir commencer mon programme. X chapeau. À l'instant 0, j'avais dit qu'il valait 0 pour x1, 1. Ça, c'est l'estimation. Gamma x, on avait dit que c'était, alors c'est une matrice diagonale. Alors 0 pour x1, et puis ensuite j'avais ici 0,02 au carré. C'est-à-dire 0, au carré. Voilà. Alors ici, je mets sous forme de vecteur et ça me prendra la matrice diagonale. Ensuite, je vais avoir, alors je vérifie quand même que c'est bien le 0,02. En effet, je le vois ici. C'est bien le 0,02 au carré. Je le vois ici. Alors ensuite, en ce qui concerne le gamma alpha, alors, le gamma alpha valait diagonale. Alors ici, pareil, c'était un 0 avec un 0,01 au carré. For k allant de 0 jusqu'à 20, voilà ce qui va se passer. On va avoir comme données ici, on va avoir une matrice A qui va valoir 1, U et 1. Je vais avoir A, K qui vaut 1, U, 0, 1. Alors, bien sûr, U n'a pas encore été défini. Je vais le définir maintenant. Alors, U, il vaut quoi? On avait dans l'énoncé, c'est indiqué que U valait 1 pour K allant de 0 à 9, et pour K allant de 10 à 19, alors ici c'est K, allant de 10 à 19, on a moins 1. Donc c'est ça que je vais programmer. If K plus petit que 10, U vaut 1, else, U vaut moins 1. Alors j'oublie pas les end, hein. Là c'est les end du for. J'ai pas encore fini mon programme. Puis le voilà. Je vais pouvoir appliquer le Kalman. Alors pour appliquer le Kalman, je vais reprendre cette ligne. Je reprends mon programme. Alors l'update, il m'est complètement égal. Je vais appeler ici, ça va être x hat en entrée, gx. Ici pareil, je vais ressortir le nouveau x hat et le nouveau gx. Donc ici je vais avoir un Kalman, x chapeau gx pour u. Alors u, attention, pour le u, c'est pas le même que celui qu'on considère normalement dans le Kalman. Alors je vais essayer de revenir là. Ici, on a classiquement lorsqu'on utilise un Kalman, on exprime l'évolution de l'état par une matrice ici A de K plus U. Alors ici, il faudrait que j'insère ici un plus U de K. Alors ce serait plutôt juste devant là, plus, puisqu'après il y a le plus alpha de K. Bon, voilà. Ici, le U avait une autre signification. Pour pouvoir avoir quelque chose de linéaire, on a dû l'insérer à l'intérieur de la matrice A pour pouvoir le multiplier par x2.
Donc attention, le U a changé de signification et l'entrée classique n'existe plus. Je reviens ici, et dans mon programme MATLAB, il va falloir que je mette ici le U qui vaut 0. Le Y, comme on l'a vu ici de la même façon, on a vu que le Y était de dimension 0. Dans ce cas-là, il va falloir que je rentre un vecteur soit vide. Alors MATLAB ne le reconnaît pas. Donc, pour faire proprement les choses, ici, il faudrait insérer par exemple une matrice, je mets l'identité, qui a 0 ligne, une colonne. Comme ça, il peut éventuellement comprendre quelque chose. Alors, on pourrait imaginer que si je lui rentre le vide, il va aussi pouvoir s'en débrouiller. Alors, les deux sont à peu près corrects, d'autant plus qu'à l'intérieur du Kalman, la situation elle est prise en compte. C'est-à-dire que si jamais Y est vide, je vais initialiser le Y de la bonne façon. Donc, normalement, attention, le fil de Kalman est alors utilisé en mode prédicteur, sans données extéroceptives, sans Y. Voilà. Bon, ici, je vais peut-être mettre vide. Je reviens donc là, je vais mettre vide pour Y. G alpha, eh ben, on l'avait déjà initialisé, il est bon. En ce qui concerne G bêta, ben, pareil, hein, je vais le mettre à vide. Je vais le mettre ici à K. Et CK, il n'existe pas. Je vais le mettre aussi à vide, en espérant que ça marche. Alors voilà, je vais donc voir si ça tourne. Alors il ne va pas me tracer grand chose, mais il y aura peut-être. Alors déjà là ici, bon, je ne sais pas ce qu'il veut. Erreur, pour y souligne. Je n'ai pas d'idée. Peut-être ça, non, je ne sais pas. Alors, bon, je vais déjà le lancer. Hein. Bon, je suis étonné par ça quand même. Peut-être, alors j'ai peut-être mis une séparation là. Ah voilà. Alors là, pourquoi il n'est pas content avec le U? Peut-être, pourtant j'utilise juste après. D'accord, bon. Bon, ça devrait tourner. Peut-être mettre un point virgule. Alors, je le lance. Alors, là, il y a déjà un problème de dimension. Probablement du fait de l'ensemble vide. Je ne sais pas comment il a géré ça. L'erreur vient probablement du fait qu'il n'est pas passé par là. Il n'a pas dû comprendre cette ligne-là. Alors là, il me souligne ça en rouge. Il ne doit pas forcément comprendre cette ligne-là. Le mieux, c'est de mettre if isEmpty de Y. Voilà. Là, il me souligne plus rien. Ça va peut-être mieux se passer. Je le relance. Ça se passe bien, mais il ne m'a rien affiché. Bien évidemment, je vais devoir afficher les ellipsoïdes. Alors, pour afficher les ellipsoïdes, je vais utiliser les ellipsoïdes de confiance. Je vais utiliser drawEllipse. Copier-coller. Alors ici, je vais déjà tracer ma première ellipse. DrawEllipse, alors ici, je vais rentrer X chapeau, qui est de dimension 2, donc ça ne devrait pas poser de problème. J'ai X. La probabilité, ben, on va la prendre à 90%. La couleur, je vais par exemple mettre rouge. Et puis ici, là, pour la première ellipsoïde, je vais rentrer 3. Puis, pour pas qu'il me les efface par la suite, je vais mettre un hold on. Et puis les autres, je vais les tracer. Ici, X chapeau, 0,9. Je vais mettre, par exemple les mettre en bleu, avec bon, une taille un peu plus petite, par exemple. Une épaisseur un peu plus petite. Je le lance. On voit ici en rouge l'ellipsoïde initiale.
puis le marcheur va vers la droite, l'ellipsoïde se décale logiquement vers la droite, puis revient vers l'arrière. Alors là, la dernière devrait contenir, oui, parce qu'en effet ici, je vais jusqu'à 20 alors qu'il faudrait aller jusqu'à 19. Mais en effet, si je fais 10 pas à droite, 10 pas à gauche, je devrais revenir à peu près sur mes pas. Bon, par contre, on va essayer de se rendre compte du phénomène qu'on voulait exprimer, où l'incertitude semble diminuer, ce qui n'est pas le cas apparemment sur le dessin. Alors je vais faire un autre dessin pour illustrer ça. Donc ici, je viens de jusqu'à 19. Alors, je vais tracer les écarts. Donc je vais faire, par exemple, je vais faire un vecteur d'erreur sur x1 qui vaut a priori 0. Alors il va contenir, je vais dire 20 lignes et une colonne. Voilà l'erreur. Et puis à chaque fois que je passe ici, je vais donc caractériser l'incertitude en disant que l'erreur sur x égale, pour le k plus unième élément, puisque je pars de 0, je vais dire que cet élément-là vaut la racine carrée, donc c'est l'écart type que je suis en train de tracer, de gx de 1, 1. Donc le premier élément de cette matrice gx. Donc lui, il va me former un vecteur, et puis à la fin, une fois que j'ai tout ça, je vais faire une autre figure, que je vais appeler figure 2, et je vais tracer en fonction de k ce vecteur erreur. Donc, x et je vais le tracer, par exemple, allez, en rouge. Je lance. Voilà ce qui se passe. Alors, voilà le phénomène, on l'observe bien. Notre marcheur part sur la droite. L'incertitude sur sa position augmente. Donc là, je suis à son maximum d'incertitude. Puis, les retours en arrière, son incertitude diminue suivant sa position. Et puis ça augmente à nouveau. Donc ça vient du fait que, en fait, quand un marcheur fait 10 pas sur la droite, il ne connaît pas exactement la longueur de ses pas, et lorsqu'il revient sur ses pas, cette incertitude va s'annuler. Et pourtant, les ellipsoïdes ne font qu'augmenter, puisqu'il semble cohérent avec la logique que plus le temps avance, plus les incertitudes s'accumulent. Et alors pour représenter, en effet, c'est-à-dire l'incertitude sur la position vient s'échanger avec l'incertitude sur la vitesse. D'un point de vue graphique, on pouvait le voir ici, en remarquant que les ellipsoïdes sont de plus en plus grandes, elles ne font qu'augmenter dans le temps, en taille, c'est-à-dire si je les recentrais toutes en zéro, elles seraient toutes emboîtées les unes dans les autres. Et pourtant, lorsque je regarde la projection suivant x1, eh ben, elle augmente, puis, alors elle augmente à l'aller, puis au retour, elle diminue, bien que l'ellipsoïde augmente. C'est ça qui éventuellement semble pas intuitif initialement. Alors ce que je propose, c'est de tracer, pour terminer, comme c'est demandé dans l'exercice, le déterminant. Alors, je ferme. Je vais faire déterminant sur... je l'appelle déterminant... je vais appeler déter, qui vaut aussi initialement cette quantité-là. Alors le déterminant représente l'incertitude
que j'ai sur mon vecteur aléatoire. Donc ici, je vais avoir pareil, k plus 1 égale, alors là, je prends le déterminant de la matrice Gx. Je vais à nouveau faire une figure, puis ici, je vais le tracer en vert. Je vais l'appeler. Alors voilà le déterminant. Alors le déterminant, l'incertitude au début est... alors le déterminant représente aussi le volume de la matrice de covariance. Donc au début, le volume est nul, puisqu'on se souvient, alors pas sur ce dessin-là, mais sur ce dessin-là, le volume est nul, puisque le volume de l'ellipsoïde en rouge est nul, elle est fine. Donc on va dire qu'on a une bonne information, bien que cette information soit uniquement, la bonne information, c'est uniquement suivant x1. Alors on sent bien que le volume de l'ellipsoïde augmente, ce qu'on voit bien ici, même si elle n'augmente pas de façon uniforme, parce que la matrice A dépend du temps, et ça dépend de U. Bon, donc elle augmente dans le temps, ce déterminant, ça veut dire que j'ai de l'incertitude ne fait que s'accumuler, bien que les projections, ce ne soit pas le cas pour les projections.